Rebonsoir et on prolonge ce documentaire dans Droit de suite ce soir en s'interrogeant sur la reconstruction du Rwanda 22 ans après que ce pays ait connu l'un des plus importants génocides de l'histoire. Et pour ce Droit de suite, à mes côtés, 4 invités, en commençant par la réalisatrice de ce documentaire, Sonia Rolland. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née au Rwanda, à Kigali, sa capitale. C'est un pays que vous avez quitté avec vos parents pour regagner le Burundi, puis la France, juste avant le génocide de 1994. Vous avez aussi été élue Miss France, c'était pour l'année 2000. Ensuite, il y a eu le mannequinat, vous êtes devenue actrice et donc réalisatrice, on l'a vu avec ce film, et bien sûr, on va en reparler dans un instant. À vos côtés, François Loncle, bonsoir. Vous êtes ancien secrétaire d'État, député socialiste de l'Eure, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Vous siégez d'ailleurs toujours. Et puis, vous avez participé à l'Assemblée tout au long de l'année 1998 à la mission d'information parlementaire, justement consacrée au Rwanda. En face de vous, Jean-Marie Vianney Dagui Jimana. Pardonnez-moi. Bonsoir, vous êtes ancien diplomate rwandais, vous avez été ministre des Affaires étrangères du Rwanda dans le tout premier gouvernement post-génocide de votre pays. Vous vivez désormais en exil, en France, et vous avez publié ce livre, Paul Kagame a sacrifié les Tutsis. C'est en 2009 et c'était aux éditions La Pagaie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Paul Kagame, c'est bien sûr le président en place aujourd'hui au Rwanda. Puis enfin avec nous, Christophe Boisbouvier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Radio France Internationale, vous êtes responsable de l'émission L'Invité Afrique, ce qui vous donne l'occasion de parler chaque jour avec chefs d'État, acteurs politiques, économiques, médiatiques du continent africain. Vous collaborez par ailleurs à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Et puis vous avez publié aux éditions La Découverte ce livre intitulé Hollande, l'Africain. Voilà, merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Un coup d'œil peut-être sur la carte pour resituer le Rwanda. Vous l'avez fait dans votre documentaire. Regardez le Rwanda, pays d'Afrique de l'Est, dans la région des Grands Lacs. Puis vous le voyez aussi, il partage des frontières avec au nord l'Ouganda, à l'est la Tanzanie, au sud le Burundi et à l'ouest la République démocratique du Congo. Voilà pour la géographie. Sonia Rolland, j'imagine qu'en tournant ce documentaire, ce film, il y avait peut-être et même surtout une quête personnelle vous concernant, non? Oui, puis surtout l'envie de parler différemment du Rwanda parce que on connaissait pas vraiment l'évolution de ce pays depuis 20 ans. On ne savait pas vraiment ce qu'était devenu le Rwanda depuis. Alors des fois, on pouvait trouver dans certains articles des petites choses qui plébiscitaient un peu cette reconstruction, mais il était très rare de le voir dans un documentaire. La quête personnelle, elle est où? Parce que c'est votre pays d'origine, le Rwanda, on l'a dit, je vous l'ai dit en présentation. Ma mère est rwandaise. C'est pour ça que vous l'avez fait ce documentaire. Je l'ai fait, oui, parce que j'avais envie en fait d'être de passer un message en fait. Regardez ce qui est devenu le Rwanda, regardez ce qui est devenu le peuple rwandais. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce documentaire qu'on vient de voir à l'instant? Est-ce qu'il est conforme à ce que vous observez vous depuis votre exil en France, de l'évolution, de la reconstruction? C'est le thème de notre émission de ce pays. Écoutez, je l'ai déjà dit à Sonia Rolland quand elle a présenté ce film dans ma ville. Le film est très bien fait. Du moins sur une partie de ce qu'on a voulu lui montrer. C'est ce que je pense. Parce que évidemment, il faut connaître les personnages qui parlent, qui sont interviewés. Moi, j'ai constaté que c'est des gens, membres d'un même parti, le FPR, qui est au pouvoir. Et donc... Alors, on peut peut-être poser la question à Sonia Rolland, si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y a eu des contraintes dans le tournage? Est-ce qu'il y a eu des passages obligés, des personnes que vous n'avez pas pu voir? Ou est-ce que vous avez eu une totale liberté pour ce tournage? Effectivement, j'ai eu une liberté déjà parce que je n'ai reçu d'ordre de personne, en tout cas pas du Rwanda. J'ai pris cette décision seule parce qu'il y avait une date importante, celle de la commémoration du génocide, des 20 ans du génocide. Je me rendais compte, en tout cas j'ai essayé de tâter le terrain pour savoir si quelqu'un allait enfin parler de la reconstruction du pays. Personne ne le faisait puisqu'on était en train de ressasser le passé, le génocide. Et très bien, c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Il faut parfois... Vous parlez des 20 ans du génocide parce que ce documentaire a été tourné en 2014. Hein. Oui, parce qu'il a été tourné en 2014. Non, je ne mets pas en doute l'honnêteté intellectuelle de Sonia, ni
la volonté qu'elle a eue à présenter le Rwanda sous le jour. Vous avez reconnu votre pays, là, en cette année 2014, 2015, 2016 ? J'ai reconnu vraiment en partie. Sauf que c'est un peu trop... c'est un peu trop beau comme carte. La présentation est trop belle. Sur le plan économique, c'est le succès absolu. Il y a des doutes aujourd'hui. Sur le plan politique, évidemment, c'est la démocratie, c'est le consensus, c'est tout. Bon. Moi, j'ai dit non, il n'y a pas de consensus au Rwanda. Hein. C'est un parti qui dirige. Maintenant, M. Kagame sait saupoudrer son espace. Hein. Il met qui il veut. Mais si on demandait à des Rwandais, hein, si on les mettait en dehors du Rwanda et qu'on les laissait parler, ils vous diraient plein de choses. Ça aussi, c'est pas tout à fait la même chose que ce que vous avez vu dans ce documentaire, selon vous. On va vous demander notre avis à François Loncle ou à Christophe Boisbouvier. Qui veut commencer ? François Loncle ? Ouais, vous avez reconnu ce pays dans ce documentaire, la reconstruction de ce pays, ça vous paraît juste que ce qu'on a vu là ? C'est un documentaire passionnant, 20 ans après le génocide. Ouais. Je trouve qu'il est bien écrit. Les témoignages sont très intéressants. Il y a des témoignages variés, puisqu'il y a des sociologues, il y a des universitaires, il y a la ministre des Affaires étrangères, et les gens qui s'expriment. Très franchement, j'ai beaucoup aimé ce film, au point que, vous savez, mon intérêt pour l'Afrique, je rêverais de faire en sorte que la France et le Rwanda se réconcilient le plus vite possible, car c'est un pays passionnant. Par rapport à ce que dit notre ami, l'ancien ministre du Rwanda, je tiens tout de suite à indiquer que parmi les 10 pays au monde, qui ont connu la plus forte croissance depuis 15 ans, il y a 5 pays africains, l'Angola, l'Éthiopie, le Mozambique, le Rwanda et le Tchad. Donc c'est incontestablement une réussite économique. Et ce qui est le plus passionnant, je trouve, dans le film de Sonia Rolland, c'est toute la tentative imparfaite, qui n'est pas terminée, de réconciliation. Tout ce qui est entrepris pour la réconciliation, pour effacer la coupure ethnique, et y compris en termes de justice locale, quoi. J'ai trouvé ça passionnant. Alors, Christophe Boisbouvier, entre les réserves émises juste à côté de vous, et puis ce qui vient d'être dit de ce côté de la table, qu'avez-vous envie de dire concernant ce qu'on a vu dans ce documentaire, cette fameuse reconstruction du Rwanda ? Ce Rwanda que j'ai connu à l'époque du génocide et que j'ai retrouvé pour le 20e anniversaire. Oui. Donc j'ai eu la chance, entre guillemets, si j'ose dire, de le connaître en 94 et ensuite en 2014. Je crois qu'il y a 3 choses qu'on peut dire sur le Rwanda très très vite. Il y a le traumatisme terrible de l'une des grandes apocalypses du XXe siècle. Oui. Et de 1 million de morts en 100 jours. Hein. Voilà. Il faut rappeler ce chiffre, il est très important. Il faut que tout le monde l'ait en tête entre avril 1994 et juillet 1994. Absolument. De ce point de vue, il y a des images très fortes dans votre film, Sonia Rolland. Évidemment, je ne reviens pas sur les images des massacres, mais le 20e anniversaire a eu lieu dans le grand stade de Kigali, et il y a un moment où vous voyez d'ailleurs les images dans le film, où des femmes crient leur douleur et sont évacuées. Je l'ai vécu comme elles, comme vous, en direct, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Et ça donne une mesure de ce que les Rwandais ont vécu il y a 22 ans. Ça participe, ce genre de réunion, ce fameux stade, cette fameuse cérémonie participe aussi à la reconstruction, au deuil finalement. Bien sûr. Hein, finalement, le mot d'ordre dans l'impression que on pardonne mais on n'oublie pas. On pardonne mais on n'oublie pas. Ces cris de douleur sont nécessaires pour les femmes qui les vivent, parce que ça leur permet de survivre après, hein, de continuer à vivre. Deuxième chose, Deuxième chose, l'économie. Oui. La reconstruction, c'est vrai. Oui. C'est une franche réussite. Ouais. Je mettrai un bémol tout de même. C'est que les dernières statistiques sont contestées, comme vous le savez. Il y a une polémique depuis 3 mois, depuis Noël, sur le fait que le Rwanda ait changé les bases de ces dernières statistiques sur le seuil de pauvreté, et le fait que l'institution britannique qui travaillait habituellement avec le Rwanda, Oxford Policy Management, ait refusé pour la première fois cette année de valider les chiffres officiels sur les statistiques de la pauvreté au Rwanda. Mais on estime aujourd'hui dans le documentaire qu'il y a
malgré tout, encore 30% de la population qui vivrait en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui dans le pays. Alors, ce bémol enlevé, c'est une réussite économique. Mais il reste un certain nombre de problèmes à régler sur ce seuil de pauvreté, sur le taux de corruption aussi, dont on ne parle pas assez. Alors, si vous dernière voulez bien, chose, oui. mais on y reviendra si vous voulez. La politique. Oui. La politique, c'est la troisième chose, c'est le plus important. Aujourd'hui, parce qu'il faut se tourner vers l'avenir, et l'avenir c'est quoi? C'est la démocratie. Est-ce qu'il y a développement sans démocratie? Vous avez un intervenant belge ou français, je ne sais pas, Benoît Guillou, qui dit qui était anciennement chez Amnesty International. D'accord, et qui vous dit il n'y a pas d'espace de liberté, il n'y a pas d'espace de débat aujourd'hui au Rwanda. Il a raison. J'ai regretté que d'autres gens ne le disent pas et ne disent pas plus concrètement un certain nombre de choses toutes simples que Monsieur le Ministre évidemment va me confirmer, mais deux choses. Deux choses toutes simples. Ouais. Alors vraiment, on y reviendra on y reviendra sur le terrain politique parce que ça fait partie bien sûr des questions qu'on peut se poser aujourd'hui sur le Rwanda d'aujourd'hui et de demain. Ce qui m'a frappé dans ce documentaire, c'est que finalement pour réussir cette reconstruction telle que vous l'avez appréhendée dans ce film, vous insistez sur le fait qu'il a fallu que la justice passe. Alors bien sûr, il y a eu le tribunal pénal international qui a été amené à juger les génocidaires les plus importants dans l'ancien régime, mais il y a eu aussi les tribunaux populaires. Regardez cet extrait de votre documentaire, on en parle juste après. Les juridictions Gacaca sont un dispositif sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On compte plus de 10 000 juridictions Gacaca, et c'est la population qui a été convoquée, des juges qui ont été élus localement pour juger sur le lieu du crime les présumés coupables du génocide. Avec 120 000 prisonniers à l'issue du génocide, avec un système judiciaire complètement détruit. Comment tu fais pour juger tout le monde? C'est pas possible. Mais en même temps, tu ne peux pas renvoyer tout ce monde sur les collines. Allez-y, vivez ensemble tranquillement, sans rien faire. Alors c'est difficile de faire un bilan des juridictions Gacaca. Suivant les observateurs, il y a du positif, du négatif. Pour les plus optimistes, les juridictions Gacaca ont permis de convoquer les mémoires. Et c'était important. Après un génocide, les victimes ont le droit à la vérité, à la justice et à réparation. Voilà, les fameux Gacaca que nous faites découvrir à travers ce documentaire, et vous nous dites qu'entre 2001 et 2012, 2 millions d'affaires relatives au génocide ont été traitées par ces tribunaux populaires, on peut les appeler comme ça. D'ailleurs, c'était très compliqué de le faire entendre aux Rwandais parce que les Gacaca, on ne pourra pas me contredire, c'était plutôt des tribunaux qui étaient des tribunaux populaires qui étaient là pour régler les problèmes de proximité, de voisinage, de foyer. Donc ramener le génocide à ce genre de justice, c'était très compliqué dans la tête des Rwandais au départ. Et puis finalement, après avoir étudié toutes les possibilités de justice à l'étranger, on s'est bien rendu compte que c'était impossible d'appliquer ce genre en tout cas la justice classique telle que nous on la connaît, au Rwanda. En tout cas, c'est un cas unique, le Rwanda. Donc il a fallu trouver des résolutions uniques. La situation exceptionnelle, disposition exceptionnelle, d'où ce choix de ces fameux tribunaux populaires. Oui. Bien accepté par la population, ça a eu son importance dans la reconstruction, le fait qu'on ait quand même, et c'est important, à rendre des comptes, que ceux qui étaient les génocidaires rendent des comptes devant la population dans ces tribunaux sur place. Ça a eu une réelle importance dans la reconstruction du pays, ça. Je pense que ça a eu un impact, mais encore une fois, c'est un impact partial. Alors, je vais quand même, si vous me donnez 2 minutes, je vais essayer de tout dire. Oui. 94, le FPR prend le pouvoir. Et progressivement, M. Kagame élimine tous ceux qui faisaient partie de l'opposition au président Habyarimana, soit en les assassinant, soit en les forçant à aller en exil. Après, moi qui ai de la famille Tutsi et aussi de la famille Hutu, je suis tout à fait d'accord avec le témoignage que Sonia a recueilli. Il fallait bien à la fois une mémoire pour les victimes Tutsi du génocide et aussi la justice pour rendre hommage à ces victimes et aussi quand même faire justice, quoi. Mais ce qu'on oublie souvent de dire et qui manque beaucoup dans ce film, c'est que le Front patriotique rwandais du président Kagame, depuis 90... Le fameux FPR. Le FPR a commis des crimes abominables, des crimes contre l'humanité, déclarés comme tels par les Nations Unies.
Déjà en 94, j'ai été le premier à recevoir un rapport d'un certain M. Garsoni, alors qu'on venait seulement d'arriver à Kigali. Mais depuis juillet jusqu'en septembre, les militaires du FPA venaient de massacrer plus de 30 000 Hutus dans 3 régions du pays seulement. Et puis ça n'a pas arrêté. Ça s'est étendu sur tout l'ensemble du territoire. 96, le rapatriement des réfugiés par la force. Là, les Nations Unies, le rapport des Nations Unies, aussi bien à l'époque de Garreton que en 2010, le rapport mapping qu'on l'appelle, il y a eu plus de 300 000 personnes massacrées, détenues Hutus. Alors moi, pardonnez-moi, aujourd'hui on est 20 ans après. On travaille aujourd'hui sur la réconciliation du Rwanda. Ne se fait pas en un seul sens. Le FPR est au pouvoir, vous l'avez dit. Hein, tout à fait. Et donc c'est lui qui l'a mené aussi cette. Moi j'ai la chance d'avoir les deux dans ma famille et de parler aux deux. Oui. Et je soutiens les deux, je participe aux commémorations pour les deux groupes. Parce que j'ai perdu des membres de ma famille dans les deux. Excusez-moi d'intervenir. Les Hutus n'ont pas le droit d'organiser des commémorations parce qu'on les taxe automatiquement de négationnistes lorsqu'ils le font, aussi bien au Rwanda qu'à l'extérieur. À plusieurs reprises à Bruxelles et à Paris, nous avons essayé d'organiser des commémorations pour toutes les victimes. Hein. Nous, on ne dit pas les victimes Hutus. Nous avons une association, c'est Ibukabose et Ringarabose. Mémoire pour tous et justice pour tous. Et on nous taxe de négationnistes. En plus, la justice, les Hutus au Rwanda, aussi bien au Gachacha, côté payeur, le tribunal international d'Arusha, ils n'ont pas eu le droit de porter plainte contre les assassins de leur famille, qu'ils connaissent, qu'ils croisent tous les jours. Il y a par exemple, l'ancien colonel. Alors, je suis obligé de peut-être de laisser répondre Sonia Rolland. Le massacre de Kibéo que vous connaissez en 95, en avril. Celui qui a organisé et qui était le chef des troupes qui ont commis ce massacre, il a été gradé et il est devenu général. C'est un des hommes les plus puissants du pays, alors que tout le monde sait que c'est un criminel. Donc, les Hutus, ils se taisent, parce qu'ils n'ont pas les moyens de dire non. Mais pour moi, en lisant l'avenir, je connais très bien ce pays. Non, en vous écoutant, j'ai l'impression que la réconciliation, là, pour le coup, elle n'est pas aboutie en vous écoutant. Alors là, je voudrais quand même que Sonia Rolland réponde, et ensuite que François Long prenne la parole. Non, c'est-à-dire que c'est très... on marche sur des œufs sur cette question-là, parce que moi, j'entends bien ce que vous dites, et j'ai une mère qui est rwandaise et qui m'a bien expliqué ce problème-là aussi. Seulement, on peut glisser doucement vers une négation aussi, ou en tout cas la remise en question d'un génocide, ou alors l'opposition d'un génocide face à un autre, parce que ça aussi, ça c'est souvent soulevé dans. Mais c'est tout l'enjeu de la réconciliation finalement, non ? C'est pas ça. J'ai été probablement même avant M. Juppé. Moi, c'était le 10 avril 94. J'ai dit qu'il y avait un génocide en cours au Rwanda, parce que je venais de connaître la perte de pas mal de membres de ma famille. Des amis Tutsis qui venaient d'être assassinés en 2-3 jours. Oui, la mère de Sonia Rolland, a perdu 15 membres de sa famille dans ce génocide. Je pense que. Excusez-moi, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan un génocide, donc, c'est-à-dire on vise une population et on la tue systématiquement, et des massacres qui ont été commis durant le génocide, durant la guerre en l'occurrence, pas le génocide de l'après-guerre. On dit que les massacres du Congo sont des crimes de génocide. Sauf qu'il n'y a pas encore de tribunal pour le dire. Oui, mais la RDC n'a rien à voir pour le moment avec le Rwanda. François Long, on sent que finalement tout ça est encore fragile et la preuve en est là sur ce plateau. Ce que dit l'ancien ministre est respectable et doit être écouté. Mais globalement, Sonia Rolland a raison quand elle dit que le génocide doit être distingué de ce qui s'est passé après. Mais vous avez raison de poser ces questions qui sont trop souvent ignorées. J'ai la conviction, en tout cas, que cette justice de proximité, dont j'aimerais savoir d'ailleurs si elle arrive à une certaine objectivité et si elle va perdurer. Hein. Je dis et j'affirme qu'elle est supérieure pour la réconciliation, pour faire de ce pays un pays qui ose se regarder tel qu'il est, c'est-à-dire avec l'avenir, et il n'y a pas d'avenir sans mémoire. Oui, bien sûr. Eh bien, je suis persuadé que cette forme de justice est très supérieure à ce que peut faire la bureaucratie de l'AE, le tribunal pénal international, qui manque d'objectivité dans tous les domaines, aussi bien. Pour élargir un tout petit peu le propos, est-ce qu'on peut comparer cette réconciliation nationale qui est en cours, on l'a bien compris, on a bien
saisi aussi que tout cela était encore très fragile, justement, sur ce plateau. Est-ce qu'on peut la comparer à d'autres réconciliations nationales qui ont eu lieu, notamment sur le continent africain? Alors, on pense évidemment à l'Afrique du Sud, mais c'est pas la même histoire et ce ne sont pas les mêmes méthodes, et c'est normal. Hein, et c'est pas la même gravité aussi. C'est pas la même histoire. L'apartheid, c'est pas pareil que le génocide rwandais. Mais c'est pas les mêmes méthodes. Mais la volonté... Il n'y a pas Mandela. Il n'y a pas Mandela. Mais la volonté existe dans les deux cas. C'est pas la même histoire, dit François Loncle. Il est évident qu'on ne peut pas mettre sur le même plan le génocide des Tutsis et les massacres de Hutus. C'est évident. On n'est pas dans la même échelle, et les Hutus n'ont pas été tués parce qu'ils étaient Hutus, alors que les Tutsis ont été tués parce qu'ils étaient Tutsis. Voilà. Ouais. Donc, et la très grande majorité des tués ont été les Tutsis. Mais il n'empêche. En rappelant que vous êtes d'origine Tutsi, votre mère est d'origine Tutsi. Mais il n'empêche. Mais c'est important de. Mais il n'empêche. Les spectateurs qui nous regardent comprennent bien les choses. Bien sûr. Mais il n'empêche, il y a eu des massacres de Hutus. De très grand nombre de Hutus, qui aujourd'hui ne sont pas reconnus par les autorités rwandaises. Et c'est ça le problème de la réconciliation à venir, c'est que pour qu'il y ait une vraie réconciliation qui ne soit pas unilatérale, comme dit Monsieur le Ministre, il faudra que ça aussi se soit reconnu un jour par le pouvoir de Kigali. J'en veux pour preuve le sort de Victoire Ingabire, qui est l'une des principales opposantes rwandaises. Elle a tenté de rentrer au Rwanda en 2010 pour se présenter à la présidentielle contre le sortant, Paul Kagame. Elle s'est retrouvée en prison. Elle était l'une des personnes, justement, qui dénonçait les massacres commis par le FPR contre les Hutus depuis 1994. Elle a été condamnée à 15 ans de prison. 15 ans de prison pour complot contre l'État. Human Rights Watch, qui est quand même une organisation internationale reconnue dans le monde entier, dit qu'il y a eu de nombreuses irrégularités dans le procès, qu'il y a eu des pressions sur un certain nombre de co-accusés qui l'ont dénoncé. Je crois que si demain on veut voir une vraie réconciliation, il faudra qu'un jour des gens comme Victoire Ingabire, il n'y a pas, par exemple aujourd'hui, il n'y a pas de parti d'opposition. Il n'y a pas de parti d'opposition. Alors là, vous nous ratez sur un terrain politique. Vous dites aujourd'hui, moi je suis pas d'accord avec la vie démocratique du Rwanda n'est pas aboutie non plus. Du Parti des Verts, laissez-moi juste finir ma phrase. Laissez-moi juste finir ma phrase. En dehors du Parti des Verts, il n'y a aucun parti d'opposition qui est reconnu aujourd'hui au Rwanda et qui peut donc présenter un candidat. Nous avons une nouvelle constitution qui permet au président Kagame de se représenter l'année prochaine et de rester au pouvoir encore 17 ans. Et les États-Unis se sont... Il a été élu en 2003, pardon, par le suffrage universel. Et les États-Unis, qui sont un soutien inconditionnel du régime rwandais depuis 1994, ont affirmé solennellement leur déception vis-à-vis de cette nouvelle constitution. Leur déception, mais voilà, ça s'arrête là. Voilà, bien sûr. Sonia Rolland vous répond. Sonia Rolland vous répond. C'est pour dire que tout n'est pas simple et que la réconciliation démocratique au Rwanda, ça passe par un débat démocratique. Et la réconciliation passe par un débat démocratique, ce qui ne serait pas le cas. Vous affirmez qu'au Rwanda, il n'y a pas de débat démocratique. Donc le Rwanda est une dictature. C'est Benoît Guillou qui le dit dans votre film. Benoît Guillou, c'est Benoît Guillou, c'est un contradicteur. Je vais pas. Je le laisse parler. On l'écoute et on en reparle juste après. Une démocratie, c'est pas du café soluble. Il faut du temps, il faut des étapes. Maintenant, il y a un certain nombre de principes à respecter et il faut permettre un débat contradictoire et des espaces de débat contradictoire. Or, en l'occurrence, au Rwanda, ce n'est pas encore le cas. Mais comme toute société, il faut qu'il émerge de notre société des gens, même s'ils sont peu, qui ne viennent pas, qui n'élèvent pas leur voix, pour une fois encore, pour détruire cette société, mais pour proposer les alternatives, pour amener une pensée critique, logique, constructive. C'est bien. Ben voilà. C'est bien. Benoît Guillou, une démocratie, ce n'est pas du café soluble, il faut du temps. Oui. Oui, il faut du temps. Mais est-ce qu'on a questionné notre histoire, notre propre histoire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que nous, on a convoqué notre histoire française, par exemple? Mais, vous savez... Est-ce qu'on n'a pas mis plus de 20 ans? En 2003, il y a eu... Seulement 20 ans. Parce qu'en parlant du Rwanda, c'est seulement 20 ans. Mais c'est seulement 20 ans. On est tellement peu humble face à ce qui se passe aujourd'hui. C'est une dictature aujourd'hui. Le mot est fort tout de même, non? Le génocide a eu lieu seulement 30 ans après l'indépendance. Il ne faut pas compter les années comme ça. Ça peut basculer en 2 jours. Le génocide en 2 jours? Non, il y a eu quand même eu tout un procédé avant qu'il arrive. Il ne faut pas dire c'est seulement 20 ans. Il n'y a pas d'excuse à faire en ce qui concerne les libertés et les droits de l'homme.
Vous savez, le candidat qui s'opposait à Paul Kagame en 2003, vous savez où il est? Aussitôt après l'élection de Paul Kagame, il l'a mis en prison. Il est toujours en prison. La femme, Victoire Ingabire, qui a voulu se présenter à l'élection de 2010, elle est où? En prison. Elle a été mise en prison juste quelques mois avant, parce que tout simplement, elle a dit « Je viens m'incliner et rendre hommage aux victimes Tutsi, mais je demande aussi que la justice soit étendue aux victimes Hutus. » Alors François, on est dans une forme de transition démocratique. Non, c'est pas digne de vous, là. On est dans une forme de transition démocratique dans le cadre de cette reconstruction. Vous avez bien lu ces propos. François Long. C'est limite de la négation, il faut arrêter. Je suis de ceux qui... Oui, je crois qu'il y a beaucoup plus d'éléments dans le film qui mériteraient débat. Le temps nous manque. Mais regardez par exemple la façon dont ils essaient de régler le problème des enfants soldats. La seconde chance. L'école de la seconde chance. L'école de la seconde chance. Le problème de la diaspora. Numéro 1, l'éducation nationale. Le problème de la diaspora rwandaise. Système de santé qui couvre 92% de la population. Alors, si même vous dans voulez, les pays développés, moi, on n'a pas ce genre de choses. Ça a dû contribuer aussi à cette reconstruction. Espérant dans les progrès de ce pays attachant, je souhaite que toutes les polémiques, qu'on ne n'attise pas les polémiques, y compris d'ailleurs ici à Paris, en France, etc., comme on le fait souvent, malheureusement. Petite parenthèse, François Loncle, en quoi la France participe à cette reconstruction? On sait qu'en 2006, il y a une rupture des relations diplomatiques, parce que le juge Bruguière avait lancé 9 mandats d'arrêt contre des proches de monsieur Paul Kagame, et ensuite, eh bien, il a fallu 3 ans pour à nouveau renouer les relations diplomatiques. C'était sous Nicolas Sarkozy. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que la France participe à cette reconstruction? Une fois de plus, il y a eu dans la politique africaine, tout gouvernement confondu, des têtes à queue qui n'ont pas cherché à résoudre les problèmes de fond et l'établissement d'une relation qui devrait être bien meilleure avec le Rwanda. Donc je pense qu'il faut tout faire aujourd'hui justement pour éviter de mettre de l'huile sur le feu et voir de quelle façon on peut rejoindre une vraie relation franco-rwandaise qui serait vraiment salutaire, et puis faire en sorte qu'on s'adresse aux bonnes personnes et que ce soit des bonnes personnes qui rencontrent nos interlocuteurs. Sur le plan économique, il y a beaucoup à faire. Et il n'y a pas besoin d'attendre une réconciliation politique pour entreprendre des échanges économiques salutaires pour le Rwanda. Alors vous m'amenez sur le terrain économique. Christophe Boisbouvier, on a vu dans ce documentaire, il y a des signes comme ça qui peuvent être interprétés comme particulièrement positifs. Le retour de la diaspora, par exemple, avec alors c'est vrai qu'aujourd'hui on ne parle moins le français et que bien le Rwanda a adhéré au Commonwealth, et donc on a affaire aujourd'hui à des jeunes de 20, 30 ans qui parlent anglais, qui s'éloignent un peu de la zone francophone, mais cette diaspora qui revient au pays, ça c'est bon signe selon vous? Et c'est une réalité ce qui a été montré dans ce documentaire du point de vue de la diaspora? Ce qui m'a intéressé d'ailleurs dans votre film Sonia Rolland, c'est que beaucoup de gens parlent français. Alors la question, puisque vous savez en effet que depuis maintenant plus de 5 ans, depuis 10 ans même, les petits enfants rwandais apprennent en priorité l'anglais à l'école, c'est-à-dire que c'est devenu la règle. Pour aller vite, le Rwanda est passé du français à l'anglais, et que le français n'est plus enseigné que comme 3e langue, derrière le Kinyarwanda et l'anglais. Voilà. Les anglo-saxons font tout pour garder cette exclusivité dans la relation. Voilà. Alors, il faudrait peut-être aussi mettre les points sur les i. C'est d'ailleurs l'une des raisons de l'engagement de Mitterrand auprès du régime Habyarimana en 90. C'est qu'il fallait garder le Rwanda dans la zone francophile. Et la diaspora, c'est positif, c'est un vrai signe. La diaspora, c'est un signe de redressement. Sur le bon chemin. J'ai juste cette question et cette interrogation. Est-ce que le Rwanda va rester bilingue, français-anglais? Est-ce que le Rwanda va complètement abandonner le français et passer à l'anglais? Est-ce que le bilinguisme peut être un outil, un plus pour le développement de ce pays? Sonia Rolland, ça va être la dernière minute. Je vous l'offre parce que c'est quand même, on a parlé de votre travail. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ah non, attends, alors vraiment 20 secondes. Vraiment. Sur la diaspora, effectivement, c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de jeunes gens qui rentrent au Rwanda. Il y a des milliers qui partent aussi. Et aujourd'hui, notamment, les gens du FPR même, qui partent, des officiers supérieurs. Il y en a qui sont assassinés à l'étranger, comme le colonel Karegeya. Donc,
Et il y en a beaucoup d'autres chaque jour qui partent. Là, on est dans un conflit de génération. Oui. On peut rien faire contre ça. Parce qu'on est dans un conflit de génération. Notre génération est totalement non, elle ne. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne voit pas qu'est-ce qui se passe. Évidemment. Faites attention et vous manquez d'humilité dans cette histoire. Est-ce qu'elle va l'avoir dans ce pays, votre génération? De s'adresser à la génération comme ça. Sonia Rolland, est-ce qu'elle va l'avoir, le pouvoir dans votre génération? Est-ce que vous allez y retourner, vous, à un moment ou à un autre? Vous ferez partie de cette diaspora qui a envie d'y retourner, de s'y installer? J'œuvre déjà sur le terrain rwandais. J'œuvre déjà sur le terrain rwandais avec mon association Maïcha Africa, qui construit des écoles. Non, mais tout ça juste pour dire qu'il faut qu'on arrête, il faut qu'on sorte de cette posture. C'est vraiment, on a une posture à l'égard du Rwanda qui est quand même juste hallucinante, quoi. On veut pas reconnaître qu'en 20 ans, ce pays a trouvé des solutions et qu'on n'a pas mis un flingue sur 9 millions de personnes pour qu'ils aillent suivre un leader politique, quel qu'il soit, contesté ou pas. Il a trouvé une vision, il a trouvé une voie pour ce pays. Ben, c'est pas simplement ça sera le mot de la fin. Je peux pas aller plus loin, Sonia Rolland. Non, excusez-moi, juste, je terminerai sur ça. Oui. Je dirais, il faut cesser de rester dans la posture. On n'a pas le droit de parler du Rwanda? On en a parlé pendant un peu plus de 30 minutes. Merci vraiment, vraiment, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce droit de suite, animé, passionné, où bien nous nous interrogions ce soir sur la reconstruction de ce pays, le Rwanda, 22 ans après le terrible génocide de 1994. Vous pouvez bien entendu revoir cette émission sur notre site lcp.fr, réagir également sur #DDS, c'est notre adresse Twitter. Rendez-vous à tous pour un prochain droit de suite avec son documentaire et son débat. À bientôt.